Bonjour à tous. Bon, en quelques mots, le CIST 97.1, c'est une association de santé au travail qui est présidée par un conseil d'administration dont M. Guillaume Viviès est le président, donc, qui est composé de 10 membres, 5 membres qui sont issus du milieu patronal et 5 personnes issues des organisations syndicales au niveau national. C'est comme ça que fonctionne notre organisation et moi j'en suis le directeur, donc c'est moi qui mets en œuvre toutes les dispositions. En ce qui concerne notre service, pendant le confinement, beaucoup de personnes l'ont peut-être pas su, mais nous avons travaillé. Bon, déjà peut-être résumer qu'on travaille sur tout l'ensemble du territoire, y compris les îles du Nord. On intervient sur Marie-Galante aussi, des Sirades et puis les Saintes, parce qu'on n'oublie pas nos amis de l'archipel. Bon, actuellement, pour Marie-Galante, c'est un petit peu compliqué, mais ça, on va y revenir. Pendant le confinement, nous sommes restés ouverts parce que nous avons une obligation de service public. Donc, on a eu des directives de la Direction générale du travail, donc du ministère du Travail, pour que les médecins puissent être actifs et puissent venir dans les entreprises. Alors, on est beaucoup intervenu dans les entreprises pendant le confinement en ce qui concerne surtout les entreprises qu'il fallait qu'ils restent ouvertes, donc l'alimentaire, les hôpitaux. On n'a pas le CHU, mais on a le CHBT, on a tous les autres hôpitaux et cliniques de la Guadeloupe. Donc, on est intervenu dans beaucoup d'endroits pour vérifier que les mesures qui avaient été prises pour pouvoir protéger les salariés de ces entreprises soient bien mises en œuvre. Donc, nos médecins sont beaucoup intervenus. Peu de personnes le savent, mais on est quasiment le seul service qui est intervenu, sachant que le service de prévention de la sécurité sociale n'était pas opérationnel et que l'inspection du travail, c'est pas son rôle de venir voir ce genre de choses. Actuellement, avec la sortie du déconfinement qui est en train de se mettre en œuvre, beaucoup d'entreprises, et je vous demande de le faire, nous envoient leur plan de déconfinement afin que le médecin du travail puisse donner un avis. Soit il vous donne un avis écrit sur ce qui a été fait, ou il se déplace. Actuellement, beaucoup de nos médecins se sont déplacés dans les concessions automobiles, dans les magasins qui rouvrent, dans les toutes les grandes surfaces avaient déjà été faites, donc on n'avait pas besoin d'y retourner. Donc n'hésitez pas à nous envoyer et à envoyer aux médecins qui vous concernent les éléments du déconfinement pour que le médecin puisse venir ou envoyer une infirmière ou un AST. Ce sont des aides techniques que le médecin a à sa disposition pour pouvoir venir dans les entreprises. Alors bien sûr, on a 7500 entreprises, on ne pourra pas intervenir partout, mais vraiment quand vous avez des problèmes dans une entreprise, vous avez des questions à poser, surtout n'hésitez pas à revenir vers nous. Je voulais juste rajouter que depuis maintenant un mois, il y a un décret qui est sorti. Nos médecins peuvent renvoyer toutes les visites de reprise, les visites d'embauche à leur demande jusqu'à fin décembre. On essaye, tant que faire se peut, de les réaliser quand même. Elles se font beaucoup au téléphone, donc ça fonctionne plutôt bien. Vous comprenez qu'à Saint-Barthélemy, par exemple, on intervient sur Saint-Barthélemy beaucoup au téléphone parce que c'est compliqué de prendre l'avion actuellement. Et on a depuis hier un décret qui vient de sortir qui permet aux médecins du travail, c'est une nouveauté, ça s'est jamais fait, de pouvoir faire les arrêts de travail qui sont liés au Covid-19. Donc ils peuvent faire les arrêts de travail liés au Covid-19 ou de pouvoir faire une attestation à l'employeur pour que l'employeur puisse mettre son salarié en chômage partiel si le salarié que vous employez est dans une société, enfin dans votre société, mais qui chez lui est avec des personnes à risque, pour éviter qu'il puisse le contracter et le faire contracter à ces personnes à risque qui pourraient avoir des problèmes. Donc ça, c'est tout nouveau, c'est depuis hier. Donc on va mettre ça en place rapidement. On a déjà, pour les arrêts de travail, ce seront les mêmes CERFA qu'un médecin de ville. Et puis pour le reste, ce sera un courrier fait par le médecin qui vous sera adressé pour que vous puissiez mettre en chômage partiel votre salarié. Donc j'ai fait un petit peu étalage de tout ça parce que c'est tout nouveau, c'est hier. Donc on a déjà beaucoup travaillé dessus au sein de notre organisation. Maintenant, s'il y a des questions ou si je suis à votre disposition. Alors, on a déjà une première question, c'est existe-t-il un modèle de plan de déconfinement? Non, il n'y a pas de modèle. Soit souvent les sociétés le font eux-mêmes,
Voilà, si on a pu remarquer que dans des entreprises où il y a plusieurs entrées, ils essayaient que les salariés rentrent par une seule entrée. Voilà, faire des lieux de passage. Non, on a un petit peu tout parce que toutes les entreprises sont différentes. Je ne pense pas qu'il y ait un modèle. Je sais qu'il y a un modèle qui a été fait plus ou moins pour le bâtiment, dont on a aussi la charge une partie, mais je ne crois pas qu'il y ait de modèle de fait ni par les artisans, ni par l'UDE MEDEF, enfin le MEDEF en général. Je sais qu'il y a eu des recommandations, mais je ne pense pas qu'il y a eu un document formalisé. Oui, effectivement, c'est vrai que le gouvernement a mis en place des fiches conseils par type de métier, mais Et pour chaque l'instant, on entreprise a que ça. est différente. Si vous avez un petit commerce, si vous avez une plus grosse entreprise, si vous êtes en concession automobile ou si vous êtes en supermarché, c'est différent parce que déjà, il y a le filtrage des entrées qui doit se faire pour qu'on ne puisse pas avoir plus de personnes à l'intérieur des magasins qu'il n'y a de personnes à la caisse. Bon, tout ça, on est intervenu dans presque tous les grands magasins. Enfin, on est intervenu dans tous les grands magasins. Et alors, par exemple, est-ce que vous pouvez nous parler justement pour les commerces, un peu quelles sont les mesures qui sont mises en place? Ah ben, les mesures qui sont mises en place, c'est que le commerçant nous envoie par mail son projet de déconfinement, ce qu'il a préparé pour la mise en place de la sécurité de ses salariés. Et le médecin du travail soit se déplace, soit fait déplacer quelqu'un de chez nous, ou répond, s'il connaît très très bien l'entreprise, il peut répondre directement par courrier ou par mail plutôt, parce que courrier c'est un petit peu compliqué. Il fait un petit mail pour dire à l'entreprise, bon, bah, si les dispositions que vous m'avez écrites sont conformes à ce que vous avez mis en place, je donne mon accord. Et ça, on le reçoit, on a beaucoup de demandes depuis une dizaine de jours et on intervient dans les entreprises moyennes ou grosses qui nous sollicitent. Au niveau comment dire, des équipements de protection, on a les masques, on a le gel, quoi d'autre? On peut avoir des visières. Il y a des sociétés locales qui ont créé des visières, donc on peut les acheter localement, ça pose pas de problème. Les masques, c'est un petit peu plus compliqué à trouver des fois, mais ça y est, je crois que de plus en plus les fournisseurs de masques en Guadeloupe sont approvisionnés. Donc après le masque, il faut aussi savoir le porter. On a pu remarquer qu'en faisant des réunions dans des entreprises, les gens portaient le masque à l'envers ou ils touchent tellement le masque dans la journée que le masque ne sert plus à rien. Donc il faut faire très attention à l'utilisation du masque. Et dans certaines entreprises qui ont déjà un nombre de salariés, j'allais dire aux alentours de 10-15, on pourrait très bien demander au médecin ou à une infirmière de venir, alors on ne pourra pas faire tout le monde, mais d'en faire une partie pour expliquer comment on porte le masque, comment on enlève le masque, et après, qu'est-ce qu'on fait du masque. Déjà aussi, savoir le garder, le masque, parce que quand dans les entreprises on a des masques, il faut qu'ils soient gardés dans de bonnes conditions, parce que si les masques que l'entreprise donne aux salariés qui ont déjà des microbes ou le Covid, ça sert à rien. Donc il faut aussi voir comment sont entreposés les masques dans l'entreprise ou qu'on les donne aux salariés, soit dans des sachets type sachets à congeler ou ce genre de choses, qui permet de les protéger des éventuelles pollutions extérieures. Alors là, nous avons plusieurs questions. Masque ou visière, quel est le modèle le plus efficace? Pour nos médecins, c'est la visière et le masque. Les Parce deux. que, oui, si vous recevez beaucoup, si vous avez des gens au comptoir, pour si vous vendez des pièces détachées, c'est quand même mieux d'avoir la visière et le masque. Parce que la visière, ça protège une partie, mais le masque protège aussi des flux qui pourraient y avoir, soit sur la visière, soit sur le masque. Et les visières, il ne faut pas oublier de les nettoyer aussi, de les nettoyer avec un gel ou une lingette désinfectante, parce que ça aussi, il faut faire attention À quelle fréquence? régulièrement. Ça D'accord. dépend du nombre de personnes que vous recevez. Si vous recevez personne, vous êtes obligé de mettre la visière. Vous mettez la visière que quand vous recevez du monde. Et à ce moment-là, il faut faire une précaution aussi avec les mains, mettre du gel sur ses mains avant de mettre la visière, hein, pas mettre la visière avec des mains qui n'ont pas été nettoyées ou avec un gel. D'accord. Existe-t-il une norme pour les visières? Non, non, non. D'accord. Non, il n'y a pas de Euh, norme. Il y a des entreprises locales, je crois qu'il y en a deux qui ont
2 ou 3 qui en ont fabriqué. Nous, on en a acheté localement. Bon, ça fonctionne très bien. D'accord. Quel est votre avis concernant le port des gants? Voilà, c'est pareil, le port des gants. J'ai un médecin à côté de moi du travail au cas où il y aurait des questions médicales. Et le port des gants, on se méfie aussi parce que il faut savoir les mettre et savoir les enlever. Ça, c'est. Mais on en parlait ce matin en commission médico-technique. Beaucoup de gens portent des gants, ils font n'importe quoi avec les gants. C'est-à-dire qu'ils touchent à tout avec les gants et après ils se touchent le visage. Donc ça sert à rien. On met les gants pour faire une action et quand on a fini cette action, il faut mettre les gants à la poubelle en les retirant à l'envers pour pas les toucher. Et ça, on s'est rendu compte que beaucoup de gens, ils ont des gants, ils ont l'impression qu'ils sont protégés, mais en fait, ils se protègent pas et ils protègent pas plus les autres. Donc, l'utilisation du gant est importante, mais il faut bien l'utiliser. D'accord. Est-ce que, concernant les restaurants, est-ce que vous avez des informations sur les dispositifs qui seront mis en place, peut-être le nombre de personnes, distance, et cetera? Pardon, non. J'ai appris ce matin, comme tout le monde, je pense, par le Premier ministre, que les restaurants auraient la possibilité de rouvrir le 2 juin, si j'ai bien compris. Et pour l'instant, on n'a aucune nouvelle dessus. Je pense qu'il y a des directives qui ont été faites où les restaurateurs avaient sorti un document pour pouvoir convaincre le gouvernement de la réouverture de ces lieux publics avec une distanciation sociale, d'écarter les tables, de mettre plus de gens en terrasse, moins de gens à l'intérieur. Mais pour l'instant, on n'a aucune demande sur la réouverture des restaurants qui nous demanderait notre avis. J'aurais donc Madame Jabès qui demandait existe-t-il un modèle de plan de déconfinement? Donc, il n'y en a pas. Chacun. Alors, ça peut dépendre aussi de la branche d'activité que vous avez. Il y a des branches d'activité où des choses ont déjà été faites sur les plans de déconfinement. Mais sinon, chacun fait son plan. Le plan de déconfinement est important parce que soit vous avez des CSE, il faut demander, le soumettre à l'avis du CSE, soit vous avez des délégués personnels, c'est quand même bien de leur présenter, et puis de l'annexer au document unique. C'est très important de l'annexer au document unique. Pourquoi? C'est un problème juridique. C'est-à-dire que si demain, vous étiez accusé dans l'entreprise qu'un de vos salariés a pu contracter le Covid-19 dans votre entreprise, ça sera un accident de travail. Donc, le fait de l'annexer quand même et d'avoir pris toutes les précautions pourrait vous aider à ne pas que ce soit forcément déclaré en accident de travail. Certains posaient la question, est-ce que c'est possible de prendre la température de ces salariés, avant de rentrer dans l'entreprise? Il n'y a aucune disposition juridique à ma connaissance. Je ne sais pas s'il y a des juristes avec nous à l'instant, mais moi, je n'ai pas de connaissances. Déjà, il faudrait que ce soit dans un règlement intérieur. Et puis, qu'est-ce que l'on pourrait faire je ne vois pas ce que l'entreprise pourrait faire. Est-ce qu'on peut dire à la personne de rester chez elle parce qu'elle a de la fièvre? Je ne connais pas suffisamment les questions juridiques sur ce terrain-là, parce que c'est souvent en fonction de l'entreprise, de son règlement intérieur qu'elle a mis en place. C'est un petit peu comme les élites pour l'alcool, pardon, je cherche le mot, qui nous permettraient à l'entreprise de déceler des gens qui auraient bu, c'est interdit. Et nos médecins non plus ne peuvent pas intervenir dessus parce que s'ils le faisaient, ce serait une rupture du secret médical. Donc, ça, c'est très compliqué. D'accord. Par contre, de dire à ces salariés qui vous appellent en disant je me sens pas bien, j'ai un petit peu de fièvre, de lui dire de rester confiné, voilà, ou maintenant notre médecin du travail pourrait faire une visite soit par téléphone ou soit en présentiel et pouvoir lui délivrer un arrêt de travail. Ça, c'est tout nouveau. Ça pourrait aider les entreprises qui ont un doute ou si un salarié a un doute parce que vous avez l'épidémie de dengue qui en même temps court actuellement en Guadeloupe, qui ont un peu des symptômes similaires avec des grosses fièvres. Donc, nous, on a eu déjà à intervenir 2 fois dans nos salariés pour leur demander de rester chez eux. Ils ont été faire des tests auprès de l'hôpital pour pouvoir revenir travailler avant la fin de la quatorzaine. Mais ça, c'est chaque entreprise qui peut faire comme il peut, parce que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué pour vous, chef d'entreprise, comme moi-même directeur, parce que je suis en même temps directeur. On est 67 personnes au sein du CIST et il faut gérer tout ça.
Alors il y avait une question. Pourriez-vous repréciser le nombre de mètres carrés nécessaires pour chacun dans un bureau pour respecter la distance de sécurité? Moi, j'ai entendu les normes, c'est 4 mètres carrés, D'accord. ce qui est énorme. Mhm. Parce que vous avez des sociétés qui ont des poules d'acheteurs ou des poules de secrétaires, c'est très compliqué. 4 mètres carrés, c'est quand même une belle surface. Mhm. Il faut D'accord. privilégier le télétravail tant qu'on peut. Il y a peut-être des acheteurs qui peuvent être chez eux. Bon, il y a des métiers, bien sûr. Si on prend le bâtiment ou autre, on est forcément obligé d'être là. Mais par exemple, je ne sais pas, une comptable, elle n'est pas forcément obligée d'être là. Elle peut aussi se faire en télétravail si les outils qu'elle a le permettent. Ça, le télétravail est à privilégier au maximum. Alors justement, le télétravail, on dit que l'employeur est tenu de mettre à disposition, enfin de faire en sorte que le télétravail se fasse dans les meilleures conditions. Comment faire du coup à distance? Ça, c'est pareil. Nous, normalement, il y a un protocole, mais là, personne n'a le temps de faire ce genre de protocole. Bon, le télétravail, c'est que la personne elle a un endroit pour pouvoir travailler convenablement, bien sur Internet, parce que la plupart du temps, on travaille avec nos ordinateurs, et on doit travailler, parce que le télétravail égale travail aussi de l'autre côté, on oublie souvent. Et c'est pendant qu'on est en télétravail, on est à disposition de l'entreprise. Soit on répond au téléphone, soit on répond aux mails, soit on passe des commandes. Et que s'il y avait un incident pendant le télétravail dans l'espace dédié au télétravail par le salarié, ce serait considéré comme un accident de travail. Donc essentiellement dans la pièce dans laquelle il se trouve. Oui, ah oui, D'accord. La pièce dédiée, ouais. D'accord. voilà. Si quelqu'un est dans la cuisine en train de faire à manger et tombe, c'est pas un accident de travail. Bon, Ok, après, il sera approuvé. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas eu à déplorer ce genre d'incident, mais ça peut arriver parce qu'avec le nombre de personnes qui sont en télétravail actuellement, ça pourrait arriver. une nouvelle question, le PRA, donc plan de reprise d'activité, doit-il être validé avant la reprise effective ou après présentation au CSE, l'activité peut reprendre et les échanges se poursuivre? Bon, bah, soit on le fait avant, mais maintenant c'est un peu trop tard, mais on peut le présenter après. Il y a un délai, je crois il y avait un délai juridique pour pouvoir le présenter. Et de toute façon, c'est toujours mieux de le présenter au CSE ou aux instances. Si vous avez encore un CHSCT ou des délégués, c'est pour avis. Mais c'est important que, bon, parce que des fois, quand on le fait, moi je me suis rendu compte, j'ai fait le nôtre, bon, des fois, les petites choses qu'on a oubliées et qui nous rappellent. Donc, ça nous permet d'avoir un vrai échange et d'avoir un projet qui soit apporté par tout le monde. On a une question. Si on ne dispose pas des 4 mètres carrés, il faut imposer le port du masque. C'est bien cela? Non, non, non. C'est les deux. Le port du masque, c'est 4 mètres carrés par personne. Et le port du masque, c'est pas une obligation si on a 4 mètres carrés. Mais il n'y a pas de normes qui sont sorties dessus. Si, c'est une directive de la direction du travail. Mais enfin, moi, j'ai pas le cas parce que bon, non, chacun a des bureaux individuels. Vous comprenez bien, pour le secret médical, nos médecins, nos infirmières, les IPRP ont leur bureau privé. Chacun a un bureau privé. Mais pour ceux qui sont en poule, c'est vraiment compliqué. Ouais. 4 mètres carrés, on peut mettre avec le masque ou sans le masque. Ça dépend si on a mis des visières entre les bureaux ou pas. Donc c'est vraiment à la demande et en fonction. C'est pour ça que des fois de travailler avec le CSE et les délégués du personnel, ça apporte des fois des bonnes solutions qu'on n'a pas pensées. Pour les stagiaires en centre de formation, y a-t-il des obligations? Alors là, je ne connais pas les stagiaires, enfin je connais, mais les stagiaires en centre de formation, les stagiaires quand ils sont dans l'entreprise, ils sont des salariés de l'entreprise. Maintenant, ce qui se passe dans les entreprises de formation, je pense qu'ils ont pris les dispositions pour pouvoir recevoir moins de personnes par bureau, enfin du moins je le pense, mais je crois qu'il y a une note qui est sortie aussi, mais il y a tellement de notes qui sortent, vous m'excuserez si je ne peux pas répondre à chaque, mais tous les jours, toutes les heures, on reçoit des documents qui nous viennent de partout. Donc on essaye de se mettre à jour, mais on n'est pas forcément à jour à la minute où je vous parle. Je sais que les centres de formation vont pouvoir ouvrir, donc je pense qu'ils ont aussi pris les mesures et je crois qu'il y a eu un guide qui est sorti aussi des entreprises de formation. Je sais pour ma part que pour travailler avec certains organismes, pour les jeunes en apprentissage,
et pour lesquels les entreprises ne fournissent pas de masques, ils essaient au maximum de pouvoir leur remettre des masques, au minimum. Et c'est vrai que Ça c'est… dépend du métier qu'on fait. On n'est pas obligé de porter des masques en permanence non plus. Mm, mm. Le masque, ça dépend si on est dans une promiscuité ou ce genre de… Si on est tout seul dans un bureau, le port du masque est inutile. Pour non plus avoir une phobie. On n'a pas besoin de porter un masque si… moi, regardez, je suis dans mon bureau, j'ai pas de masque. Et je reçois des gens à distance et toute la journée, voilà, nos médecins ne portent des masques que quand ils reçoivent des salariés dans nos bureaux qu'on reçoit de plus en plus. Et on a fait, donc dans ces cas-là, notre assistant et notre médecin a un masque, mais sinon il n'y a pas de masque. Donc les apprentis, ça dépend qu'est-ce qu'ils font comme apprentissage. S'ils sont effectivement avec leur maître d'apprentissage à proximité, les deux doivent porter des masques. Je sais également qu'il y a beaucoup de consultants qui proposent de venir dans les entreprises pour mettre en place tous les systèmes de protection avec, pour aider les chefs d'entreprise à mettre en place toutes les mesures de protection. Donc, on peut également faire appel à eux dans ce cas-là. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Leray? Moi, je pense qu'il y a un marché d'opportunités, mais il ne faut pas oublier que nous, la médecine du travail et le service de santé au travail, à partir du moment où vous avez on fait une partie de cette prestation gratuitement. Ça fait partie de la mutualisation de vos cotisations. Donc, il y a des choses que nous, on peut faire. On ne peut pas tout faire, mais il y a des choses que l'on peut faire ou vous répondre. Et c'est ce qu'on fait déjà depuis un bon moment. Après, vous avez des opportunistes qui viennent toujours se greffer pour essayer de vous vendre des choses, mais je crois que les chefs d'entreprise ne se font pas non plus, c'est pas des enfants, donc ils savent très bien que dans ce genre de choses, il y a toujours des gens qui veulent vous vendre des meilleurs masques que vous avez jamais vus, qui sont peut-être pas aux normes, ou il faut faire très attention. Bon, bah nous, on a 7500 entreprises qui sont adhérentes chez nous. On ne peut pas intervenir dans les 7500, mais on peut intervenir dans beaucoup. Ce qui nous permet de pouvoir vous rendre ce service aussi et qui fait partie de la cotisation que vous avez payée. Parce que la cotisation, c'est pas simplement une visite médicale, d'ailleurs, c'est fini depuis longtemps, c'est pour ça qu'on s'appelle service de santé au travail. La cotisation implique aussi ce genre de déplacement dans vos entreprises ou de répondre à vos mails par rapport à vos préoccupations. Vous parliez du fait qu'il y a des masques qui ne sont pas aux normes. Est-ce que, parce qu'il y avait une personne qui posait une question un peu plus haut, le fait que certains décrivent une impression d'étouffement lors du port du masque, c'est peut-être aussi parce que ce sont des masques qui ne sont pas aux normes? Alors, il y a plusieurs personnes qui font des masques ici. Donc, il y a une liste qui a été éditée, que j'ai vue la dernière fois sur la préfecture, des entreprises qui font des masques en Guadeloupe et qui sont aux normes AFNOR. Bon, mais ça, c'est plus effectivement pour des masques qu'on peut se déplacer quand on va faire ses courses, ce genre de choses. Maintenant, en entreprise, en fonction de l'entreprise que vous avez, il vaut mieux avoir des masques qui soient homologués. Bon, ce sont des masques, ce qu'on appelle des masques chirurgicaux pour la plupart. Les masques, les autres masques que l'on voit sur les soignants, c'est pas utile dans nos entreprises. Et puis, ils coûtent très cher. Puis les autres masques, les masques chirurgicaux, c'est pas très cher, mais les FFP2, pardon, sont très chers et puis c'est pas utile si on n'est pas soignant. D'accord, je crois qu'il y avait quelqu'un qui voulait poser une question, qui avait activé son micro. Oui, bonjour, Philippe Vidal. Concernant les visites de reprise, comment reçoit-on donc l'avis d'aptitude au travail pour le salarié, étant donné bien évidemment que sans l'avis d'aptitude, il est difficile à ce que le salarié puisse reprendre son travail. En visite de reprise, alors j'ai un médecin à côté de moi, je vais parler sous son contrôle. Quand le médecin reçoit la demande, il appelle le salarié et c'est lui qui décide si le salarié il le voit ou il le fait au téléphone, ça dépend de la pathologie ou de l'incident qui a fait l'arrêt. Ça peut être un arrêt de travail aussi, ce genre de choses. Et ensuite, vous recevez l'avis par mail. D'accord, la réponse est donc immédiate. Dans les 48 heures, 72 heures, le salarié est consulté. Alors, avec la nouvelle disposition de loi, on pourrait reporter au mois de décembre. Mais on essaye,
Et nos médecins essayent de faire en sorte que les visites de reprise, on les fasse au fil de l'eau, parce que reporter en décembre une quantité importante de personnes à voir fera qu'on va les faire en janvier ou février, ce sera impossible. Donc on essaye au fil de l'eau. Là, les infirmières vont de nouveau faire les VIP, donc les embauches, parce qu'il y a des embauches. Il y a les intérimaires aussi qui redémarrent. Et souvent, pour les intérimaires, il faut aussi avoir une VIP obligatoire. Donc ça, on les fait directement au téléphone ou par visio, puisqu'on a des systèmes de visio maintenant en télémédecine qu'on est en train de mettre en place aussi, ce qui n'était pas évident à mettre en place. Mais vous recevez le document très vite. Merci. C'est moi. Pardon, je regardais mon médecin en même temps. Dans le chat, il y a une question. Bonjour, comment cela se passe pour les activités nautiques? Alors, pour l'instant, il n'y a aucune décision qui a été prise au niveau du ministère. Je ne sais pas, parce que nous, on n'a pas beaucoup de sociétés qui sont déclarées chez nous, sauf les centres de plongée. Je n'ai pas eu de demandes ou de médecins qui m'ont remonté cette information sur les centres de plongée. On n'a pas eu de demande pour l'instant, ou d'autres personnes qui vont redémarrer. Donc j'ai vraiment, là je suis sec comme on dit, j'ai aucune demande qui est remontée à ce niveau-là. D'accord. Donc, autre question. Donc, est-ce que les masques de tissu sont OK? On a dit a priori oui, hein. Est-ce qu'il y a des normes pour les visières? Non, il n'y a pas de demande. Non. Pour les adresses d'entreprises locales, je vais essayer de vous trouver ça et de le diffuser. Dans le chat, j'ai diffusé un premier lien sur les fiches conseils métiers et les guides pour les salariés et les employeurs, où vous pourrez déjà retrouver quelques éléments si besoin. Et je vous ai transféré un second lien où là, c'est le communiqué de presse de la préfecture de Guadeloupe qui parlait de ce qui était masque aux professionnels de santé. J'essaie de relayer les informations en parallèle de Monsieur Leray. Peut-on avoir un exemple du document unique Covid-19? On disait il n'y a pas vraiment d'exemple, hein, c'est ça, il n'y a pas de modèle. C'est le protocole que vous faites que vous annexez à votre document unique. Si le document unique est fait, il suffit de faire de le présenter en CSE, hein, c'est une présentation. Et puis après, de le mettre dans le document unique que vous avez déjà. Ça permet éventuellement de se protéger en cas de déclaration d'accident de travail par le Covid. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je souhaiterais savoir, pour les personnes qui sont considérées comme étant fragiles, c'est-à-dire qui ont une reconnaissance en tant que travailleurs handicapés, est-ce qu'il y a des mesures qui seront prises à partir du 2 juin? Parce que là, pour l'instant, nous n'avons pas d'informations claires. Jusqu'au 2 juin, c'est encore possible, mais et après, est-ce que vous, en tant que CIST, vous en savez plus? Si la personne est fragile, et peut-être qu'avec le décret qui vient de sortir sur les arrêts de travail, le médecin du travail, si la personne est fragile par rapport au Covid, soit pourra le mettre en arrêt de travail, soit faire le courrier à l'employeur pour lui dire que cette personne ne peut pas être… je regarde juste une petite chose. Personnes vulnérables, oui, c'est ça, ça fait partie du dernier décret. Donc les personnes vulnérables présentant un risque à développer une forme grave d'infection, où le médecin pourra faire un courrier à l'entreprise et l'entreprise pourra le mettre en chômage partiel. D'accord. Et si cette personne a la possibilité, est actuellement en télétravail et a cette possibilité par rapport à ses missions et son poste de travail à faire du télétravail, est-ce que c'est voilà. S'il est en télétravail et qu'il est dans une ambiance où il n'y a pas de risque ou très peu de risque, il peut rester en télétravail. C'est après s'il venait dans l'entreprise et qu'il y avait un risque qu'il contracte le Covid dans l'entreprise, qu'à ce moment-là, vous demanderiez une visite auprès du médecin du travail qui vous suit et qui pourra faire ce courrier, vous faire un courrier à vous, employeur, et avec ce courrier, vous pourrez mettre la personne en chômage partiel. C'est tout nouveau, hein, ça sort depuis hier. D'accord, décret donc nous sommes le 14 aujourd'hui, du 13 mai. Oui, depuis hier jusqu'à on ne sait pas quand, puisque
On a reçu une instruction qui disait à la fin du mois, mais c'est faux. Le décret ne met pas de limite. Donc, j'espère que ça durera un peu plus longtemps. Parce que faire des arrêts du 13 au 31, c'est un petit peu compliqué. D'accord. Et donc, c'est à la personne concernée de faire la démarche? Non, c'est à l'employeur. L'employeur. D'accord. Ils ne mettent pas, mais bon, ça peut être la personne aussi. Hein. Si l'employeur voulait absolument qu'un salarié est vulnérable et que l'entreprise ne sait pas que le salarié est vulnérable parce qu'il y a le secret médical, le salarié pourrait faire la demande, ce qu'on appelle une visite à la demande auprès du médecin, et qui pourrait éventuellement faire ce courrier à l'employeur pour lui dire que le salarié ne peut pas rester dans l'entreprise. Parce que vous avez toujours la notion de secret médical. Donc, le médecin, des fois, vous écrit des choses que vous ne comprenez pas, mais lui, il sait pourquoi il vous l'a écrit. C'est souvent une question que l'on a, quoi. Et est-ce qu'on considère que quelqu'un qui a déjà un statut de travailleur en situation de handicap, donc qui a une reconnaissance RQTH, donc, elle peut être d'emblée considérée comme une personne vulnérable? Docteur. Mais ça dépend de la pathologie. Ouais, le docteur a dit ça dépend de la pathologie qu'il a. En tant que travailleur handicapé? Oui, parce que ça dépend effectivement de la pathologie. Il y a des pathologies qui ne sont pas incompatibles par rapport à venir travailler. Il y a des pathologies qui font, je ne sais pas si vous avez un risque cardiaque, docteur, dites. Par exemple, s'il y a pour les travailleurs handicapés, On est un peu plus fort. À cause d'un accident, et sur un de voie publique, être handicapé à cause de ça. On ne vous entend pas très bien. On ne vous entend pas venir, docteur. J'ai demandé au docteur Badawi qui était à côté de moi, il va vous répondre de manière un peu plus technique. Alors, concernant les travailleurs handicapés, moi je dirais toujours c'est par rapport à l'handicap qu'il a le salarié. Et quand on le voit en visite, on peut prendre la décision si c'est nécessaire qu'il soit encore confiné chez lui, ou bien pas confiné, mais encore en télétravail, ou bien confiné chez lui, ou bien il n'y a pas de contre-indication à la reprise. Toujours dire c'est cas par cas. Chaque cas est différent et chaque cas doit avoir une mesure spéciale pour la personne. Voilà, une décision individuelle. Je vous remercie. Merci. Il faut quand même présenter le plan de déconfinement s'il n'y a pas de CSE dans l'entreprise. Si vous avez des délégués du personnel, oui. Et s'il n'y en a pas, j'imagine que c'est pour ça que la question était posée. Peut-être pas y en avoir. On peut toujours des fois faire une réunion. Il faut quand même avoir une adhésion du personnel parce que le fait que les gens soient revenus travailler, ils étaient confinés, on leur dit il faut venir travailler, il y a toujours le virus qui court. On sait quand même bien, si vous avez quelques salariés, de faire une réunion avec vos salariés pour dire voilà, on va faire comme ça, comme ça. Et puis souvent dans la discussion, il y a des gens qui amènent un petit plus en disant ouais, mais si on faisait comme ça, c'est peut-être mieux. Parce que s'il y a une adhésion du personnel, c'est quand même mieux. Bon, après, c'est pas une obligation. Un conseil. Est-ce qu'il y a une adresse mail particulière pour l'envoi du plan de déconfinement ou bien est-ce qu'on se rapproche de notre contact habituel? Vous avez peut-être répondu à cette question déjà. Non, je n'ai pas répondu à cette question. Simplement, si l'entreprise connaît bien l'assistante du médecin ou le médecin, c'est mieux de le faire directement. Sinon, vous avez un mail, c'est santé, tout en minuscule, au travail, santé au travail, @cist-du6gpe.com. D'accord, je viens de la diffuser dans le chat également. Alors, on peut nous joindre aussi au téléphone 05 90 41 82 60. Et on peut poser des questions aussi sur notre portail. Donc, c'est www.cist-gpe.com. Très bien. Donc, tout ça, vous pouvez le retrouver sur le chat également. Je vous ai mis… Mon mail, si vous voulez aussi, parce que moi, je ne suis pas un ministre, on peut me joindre facilement, et certains qui sont dans la liste me connaissent. Donc, c'est r-leray, L-E-R-Y, @cist-gpe.com. Hop là. Oui, et vous avez notre portail, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le www.cist-gpe.com. Vous allez tomber sur notre portail, et sur le portail, on essaye de mettre
plein d'informations. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je vous ai mis dans le chat un article que l'UDE justement a publié sur les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts du travail par les médecins du travail. Vous avez accès au décret en fait via le lien que je vous ai envoyé. Je vous ai envoyé également, suite à une demande, les coordonnées d'une entreprise qui propose masques et visières. Et puis, n'hésitez pas sur le site de l'UDE, je vais vous transférer le lien. On propose, on a mis en fait toutes les offres de nos adhérents au niveau des mesures de protection justement sont proposées par nos adhérents. Ça va de tout ce qui est totem avec désinfectants intégrés, les panneaux, les cloisons, le marquage au sol, les visières. Vous avez également des entreprises qui proposent la désinfection des locaux. C'est vrai que pour certains d'entre vous qui n'ont peut-être pas repris. Ça peut être important pour les crèches, pour la désinfection des locaux, c'est très important. Oui. On a beaucoup de crèches aussi qui sont adhérentes chez nous, et ça, c'est un vrai problème. Oui, parce que la désinfection se limite pas seulement enfin, du coup, c'est tous les petits matériaux, tout ce qui est utilisé par les enfants, Ouais, qui doivent être désinfectés. Quel produit conseiller pour cette désinfection? Quels produits désinfectants? Moi, je ne connais pas les produits. Je vous dirais des bêtises. Bon, à part les gels hydroalcooliques que l'on trouve, pardon, ceux qui ont été fabriqués localement par des groupes locaux, je ne connais pas les désinfectants qui sont utilisés par les entreprises de nettoyage pour venir dans les entreprises. D'ailleurs, ce serait peut-être une chose qu'il faudra qu'on regarde pour voir si les produits utilisés. Nous, on a une ingénieure chimiste, on va lui soumettre un peu les produits qui sont utilisés pour voir s'ils sont conformes aux normes et pour ne pas se polluer plus qu'on ne l'est. Il y a pas mal de personnes qui proposent l'eau de Javel. Est-ce que l'eau de Javel est… Ah oui, oui, c'est possible de l'utiliser. Pour le sol, oui, l'eau de Javel, il n'y a pas de problème. Vous avez des lingettes aussi, plein de lingettes désinfectantes pour nettoyer les dossiers des sièges, les claviers, les téléphones, les souris, l'ordinateur. Même si c'est le sien, on peut le nettoyer 2 ou 3 fois par jour. Bon, après, si on l'utilise à plusieurs, avant chaque utilisation, si vous êtes plusieurs à l'utiliser, il faut bien sûr nettoyer votre écran, votre ordinateur, la souris, le téléphone avec une lingette désinfectante ou d'autres produits. Une autre question sur le PRA, est-ce qu'il est transmis à la médecine du travail uniquement? Alors, rôle de l'inspection du travail et le service prévention de la CGSS, est-ce qu'ils ont un rôle là-dedans? Le service prévention pourrait en avoir un, vous pouvez leur transmettre, mais ils étaient au confinement absents pendant toute la durée du confinement. On ne les a pas du tout vus sur le terrain, mais maintenant, ils font partie des documents qui pourraient transmettre au service prévention. Mais la plupart du temps, nos médecins donnent un avis assez vite sur le projet pas de déconfinement parce qu'on y est, mais toutes les mesures qui ont été prises en vue de la protection des salariés et des clients qui viennent aussi. L'inspection du travail, non, dans ce genre de situation, ils n'interviennent pas. C'est plus de la prévention et de la sécurité, donc c'est forcément médecin du travail et service prévention de la sécurité sociale. Une question, que pensez-vous des UV pour des surfaces comme les téléphones portables? Les UV. Alors, peut-être que la personne peut préciser sa question ou prendre la parole, il ne faut pas hésiter. UV, un petit peu comme chez les coiffeurs. Les machines à UV. Je demandais au médecin, on n'a jamais eu cette question. Je ne sais pas si les UV sont. Bon, je ne sais pas. Nous ne savons pas. En fait, on utilise les UV. Bonjour. Bonjour.
On utilise les UV pour certaines surfaces pour les désinfecter quand Oui. quand c'est du matériel électrique ou électronique. Et en général, on dit que ça désinfecte certains virus et ça les détruit. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensiez, vous, de votre côté. Je parle avec notre médecin, nous, on n'a pas d'informations à ce sujet. Moi, je sais que j'ai une coiffeuse, quand je vais chez ma coiffeuse, elle met tous ses outils après dans une machine à UV. Donc, est-ce que ça détruit tous les virus? Je le suppose, moi je l'espère, mais on n'a pas de réponse par rapport au Covid. Voilà, c'est par exemple les surfaces électriques, enfin les matériels électriques qui supportent très mal quelque chose qui serait avec de l'eau ou avec de l'humidité. Alors oui, je pense que effectivement les UV dans ces cas-là, parce que moi j'ai vu dans beaucoup d'endroits, c'est vrai qu'on met du matériel dans des machines à UV pour nettoyer enfin nettoyer par les UV. On va se renseigner. On va regarder ça et éventuellement on fera un communiqué sur notre portail. Tout à fait, parce que bon, les ordinateurs, les téléphones portables, voilà, on pourrait peut-être. Ouais. Voilà. Moi, je nettoie le mien régulièrement avec du gel ou avec une lingette désinfectante, mais ouais, il y a peut-être des choses qu'on peut. Franchement, c'est une première question. C'est bien, on va pouvoir travailler dessus. Nous également, on pourra relayer effectivement dans nos flash infos et sur notre site toutes les communications du CIST en ce sens. Bon, pour travailler en élevage, hein, on sait que l'eau de Javel, de toute façon, pour les virus, puisque on est confronté à ça, et le coronavirus, les animaux domestiques l'ont déjà. Nous, on sait que la seule qui traite vraiment, c'est l'eau de Javel. Après, Ah oui, là, on est sûr que voilà, le traitement. Oui, là, il ne reste pas. Voilà, il ne reste pas. C'est le seul produit aujourd'hui qu'on utilise vraiment pour tous les produits en élevage. Ouais, puis dans l'élevage, il y a beaucoup plus de virus que chez les humains. Tout à fait. On est bien d'accord. Une nouvelle question, la désinfection est-elle obligatoire? Alors, je suppose que c'est enfin, la désinfection professionnelle peut-être, ou un simple nettoyage avec des produits désinfectants est-il recommandé après plusieurs semaines de fermeture dans un établissement qui ne reçoit pas de public? Oh non, c'est pas obligatoire. Je veux dire, à partir du temps, le coronavirus, il tient quoi, 5 heures, 6 heures dans une pièce. Donc, après, si vous êtes fermé depuis 3 semaines, bon, un bon nettoyage, on n'allait pas polluer en nettoyant. Quand même que l'entreprise de nettoyage, elle travaille avec des gants ou des masques, mais c'est pas nécessaire. Une crèche, ce genre de choses, ça rassure d'abord le personnel de la crèche et ça rassure les parents qui vont amener leurs enfants. Et sur une entreprise qui n'a pas ouvert depuis 3 semaines, je vois par exemple des restaurants qui vont peut-être ouvrir, je vois pas l'utilité, si tout était fermé et que personne n'est rentré dedans, qu'il y ait plus de contamination au moment de l'ouverture, 2 mois après, ça c'est pas possible. Justement, en termes de surface, avez-vous des informations sur la durée de vie du Corona sur le métal, puisque le même Corona que nous avons sur les animaux, ça peut durer jusqu'à 15 jours. Alors, c'est une bonne question parce qu'on en parlait ce matin avec des médecins, où j'étais étonné de réponses de certains médecins, et on doit travailler dessus, nous, on travaille avec les médecins, parce que on a plein d'informations, mais il n'y a pas une information qui est vraie ou réelle. C'est-à-dire que ce matin, je pensais que sur une surface type carton, le virus pouvait tenir quelques heures, et ce matin, on nous expliquait que ça pouvait durer jusqu'à 24 heures. Alors, c'est pas forcément 24 heures, mais ça peut aller jusqu'à 24 heures. Donc, ce matin, c'est une question qu'on s'est posée nous-mêmes, de savoir que quand on reçoit du courrier ou ce genre de choses, si on peut ou pas pouvoir être sûr que le coronavirus ne court pas après le. Pour votre information, il y a des informations sur l'OIE par rapport au corona, animal, j'entends, qui précise que c'est 15 jours, 24 heures sur toute surface de papier ou carton. Mais on ne sait pas si c'est le Covid-19, bien évidemment. Ouais, parce que là, jusqu'à présent, les recommandations qui avaient été faites gouvernementales, c'était de dire 5 heures sur du papier, 5 heures ou 6 heures sur du plastique, et ainsi de suite. Et là, ce matin, en parlant avec des médecins, ils avaient l'air de dire que ça peut durer beaucoup plus longtemps. Bon, après aussi, ça tient moins longtemps dans les pays chauds. Donc, on vit dans un pays chaud, donc ça permet peut-être de durer moins longtemps, mais ça, on n'a pas d'informations que je ne peux pas vous donner une vérité parce que je ne l'ai pas. Vous voyez ce que je veux dire?
Les études ont été faites chez les animaux seulement, pour l'instant. Ouais. Et nous, on ne sait pas sur le Covid. Hein. Donc là, on me faisait part qu'il y avait ça durait 3 jours sur l'acier et les plastiques. Donc, vous voyez, il y a quelques temps, c'était 5 heures. Maintenant, sur l'acier inoxydable. Et sur le papier, vous avez une... Non, sur le papier, Sur le 4, papier, 5 non, ans. j'ai pas sur le Sur papier. le papier, Papier carton, 24 heures. 24 heures sur l'acier 24 heures sur l'acier et l'inox, inox et 4 heures sur le cuivre. 4 heures sur le cuivre. Donc, ça veut dire qu'en fonction des matériaux, il y a des durées plus ou moins longues, mais qui sont peut-être faussées aussi, parce que ça, c'est plus pour des pays tempérés, comme la métropole. Nous, on est dans un pays tropical, donc peut-être ça dure moins longtemps, mais ça, on n'en est pas sûr. Il n'y a pas vraiment d'études qui ont été faites là-dessus. En fait, ça dépend du taux d'hygrométrie. Et comme on en a beaucoup, ça pose problème. Oui, il ne faut pas oublier l'hydrométrie aussi. On a un petit peu moins qu'en Guyane, mais on en a beaucoup quand même. Mais regardez notre site aussi sur le portail du CIST, ce que je vous ai donné tout à l'heure. Hein, et il y a plein d'informations qu'on essaye de mettre à jour. Donc, vous pouvez toujours vous connecter. Voilà, et puis faire appel, j'imagine, au médecin du travail qui fait partie de son secteur d'activité. Ils interviennent beaucoup, dans beaucoup d'ouvertures là. Les entreprises ou le RH, parce que beaucoup de RH maintenant ont pris l'habitude, donc quand ils réouvrent une entreprise ou ils ont ouvert une entreprise, ils demandent à ce que le médecin puisse venir visiter ou aller dans des CSE. Il y a eu beaucoup de CSE ces derniers temps sur le Covid, ce qui est normal. Et la plupart des médecins ont assisté, soit physiquement, soit au téléphone, soit visio. Donc, je crois que pas beaucoup d'entreprises qui pourraient nous reprocher aujourd'hui, qui nous ont sollicité, qu'on n'ait pas pu répondre. Il y aura toujours, mais dans l'ensemble, on a bien répondu à la demande. D'accord. Guy-Marie Caritaine nous demande, pourrez-vous avoir plus d'informations pour les activités nautiques? Ce que je vous propose, c'est d'envoyer directement un mail à Monsieur Leray, qui, comme ça, pourra vous répondre plus précisément, si jamais... En tout cas, tenter de vous répondre. Ouais, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Oui. On n'a pas d'informations sur la reprise des entreprises nautiques. On n'a pas eu une seule question jusqu'à ce jour. Donc, c'est vrai, dès qu'il y a des questions, on les travaille, enfin, nos médecins travaillent sur ces questions pour essayer d'avoir une uniformité de réponse sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. Ouais. Parfait. Bon, bah, écoutez, je pense que tout le monde a eu les réponses à ces questions, en tout cas une partie, et puis voilà, les échanges pourront se continuer par ailleurs. Merci beaucoup, Monsieur Leray, pour votre disponibilité et puis pour toutes les informations que vous nous avez apportées. Merci toutes les personnes qui sont venues se joindre à nous. Et voilà, vous avez mes coordonnées, vous pouvez m'envoyer des mails. Soit je réponds en direct, soit je les transmets à la bonne personne qui vous répondra dans les 2 ou 3 jours, parce qu'on travaille beaucoup en télétravail aussi, nous.